Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux randonnées longue distance à vélo et notamment aux diagonales. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces randonnées. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain, eurodiagonaliste, mais pas que, qui a participé à de nombreuses autres randonnées longue distance. Bonjour Alain, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Bonjour, je suis Alain Gillot, je vais sur mes 72 ans. Donc, mon expérience sportive, c'était au début beaucoup de course à pied, du VTT, et je me suis mis dans les années 2005 au vélo de route. Et je faisais, à l'époque, j'habitais à Poitiers, je faisais la compétition en FFC. Donc, j'appartenais à des clubs qui faisaient des courses tous les week-ends, voire deux fois par week-end. Des courses violentes, comme on dit. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et petit à petit, j'ai un ami qui est poitevin, Denis Récazins, qui m'a initié, on va dire, à la longue distance, en me proposant d'aller faire le week-end, parce qu'on travaillait tous les deux, faire le week-end des petits périples de 200-300 km, faire Poitiers-Royan, aller-retour, aller le chercher à Montauban et revenir à Poitiers tous les deux, voilà, des choses comme ça. Il m'a initié petit à petit à ça, et je ne veux pas dire qu'à l'époque j'avais pris goût, parce que j'étais toujours dans l'esprit de compétition, la petite course du week-end, pas trop en faire, bien se cacher dans le peloton pour essayer d'attaquer à la dernière seconde. Donc, c'était pas trop ma mentalité. Et donc, tu veux dire que tu es passé clairement de « je suis une voiture de course, je fais du très rapide » à « j'ai un rythme lent et je fais de la longue distance ». Et ça, c'est deux écoles différentes. C'est deux écoles différentes, hein. Il y a une école qui est donc la FFC, qui est une école de puissance, être le plus malin possible, c'est-à-dire se cacher un maximum dans le peloton, suivre les plus costauds. Voilà, tu travailles en fractionné pendant 80 km et tu essayes quand tu as les capacités, de bondir à la dernière seconde. Mais bon, il faut être super entraîné et plutôt doué. Donc, à force de tester avec Denis ces petites balades, je me suis inscrit avec lui à 400 km, la Normandie 4, qui est organisée par Stéphane Gibon. Donc, ça a été ma première vraie expérience de longue distance, faisant 400 km sur 2 jours, avec une première nuit en vélo, ce que j'avais jamais vécu. C'était, pardon Alain, c'était un départ à quelle heure pour le 400 ? Alors, on partait le soir, on était tout de suite dans la nuit, donc de mémoire, hein, 20 heures, comme ça. Ah ouais, donc tout de suite 20 une heures, nuit à se faire. ouais, tout de suite, ouais, absolument. Et on s'est arrêté, on a dormi 2 heures, parce que Denis commençait à avoir des Pères Noël qui traversaient la route. Donc on s'est dit, on va s'arrêter, et on a dormi pendant 2 heures sous un hangar, voilà. Ça, c'était ma première expérience. Après, il y avait les bandes Touraille à l'époque, qui ont disparu aujourd'hui. Je m'étais inscrit à une bande Touraille qui faisait, de mémoire, on partait de Bretagne et on allait jusqu'à Saint-Sébastien. Mais j'en ai fait que la moitié parce que j'ai eu un problème familial et j'ai dû arrêter. Donc voilà, c'était voilà. À l'époque, j'hésitais entre longue distance, course du week-end, etc. C'était pas très très défini. Et puis en 2015, pardon, en 2015, j'ai pris ma retraite. Donc il fallait que je fasse un peu plus de vélo. Les petites courses du week-end, c'était pas suffisant. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis inscrit donc en 2018 à la Northscape. Northscape, qui est une course, pas une course entre guillemets, qui part du nord de l'Italie et qui rejoint le Cap Nord en Norvège. Une sortie de 3900 km, 4000 km, avec une trace qui change tous les ans, mais une trace imposée par l'organisateur.
3 900 km pour combien de D+, à peu près? Alors, ça dépend du parcours, mais l'année où je l'ai fait, on est passé, donc, on a fait l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, République tchèque, Pologne, Pays-Baltes et Finlande. Donc, c'était, entre guillemets, relativement plat. Tu vois, je fais des journées de 200, 300 km avec des dénivelés de l'ordre de 2000, 1500, 2000 mètres maximum. C'est déjà pas mal, mais donc tu n'avais jamais fait avant de très longues distances et tu te dis, la Northscape, ça fait grosso modo 15 jours à 200-300 km, c'est ça à peu près? Voilà, je crois que j'ai même pas réfléchi à ça. Je crois que j'ai même pas réfléchi à ça. Et tu l'as tenu Euh, sans problème. j'ai pété à 300 km de l'arrivée. Ah bon? Parce que j'ai fait, bah oui, parce que j'ai fait 20 j'ai fait 20 jours tout seul. Et quand j'ai passé le cercle polaire, donc au-dessus de la ville du Père Noël, Rovaniemi, le temps a complètement changé et il s'est mis à faire très froid, de la pluie et 20 jours seul, ben, j'ai pété quoi. J'ai dit j'arrête, je ne peux plus, j'en ai marre, ça sert à rien, je reviens, je rentre. Mais pourquoi 20 jours seul? Il n'y a pas de distance imposée par jour, chez chacun est indépendant. Voilà, tu pars de l'Italie, donc la trace est imposée, hein, mais tu te débrouilles pour manger, dormir, tu es en totale autonomie, hein. Même, à l'époque, c'était même pas un tracker, je crois qu'on faisait une position sur Google, et roule, hein. Si tu veux faire 600 bandes, tu fais 600 bandes par jour, c'est pas leur problème, hein. Et vous étiez combien de participants? Alors, cette année-là, c'était assez au début, je crois que la première Northscape était 2016 ou 2017. On devait être 120 ou 130. Et alors, je comprends pas comment, pourtant FFC, tu as un bon niveau, tu es très sportif. Pourquoi t'es retrouvé tout seul? Tu étais devant tout le temps ou comment ça s'est fait? Moi, j'étais pas devant tout le temps. Tu sais, sur la longue distance, tu es très vite tout seul, hein. Soit tu essayes de suivre le rythme des meilleurs et puis tu exploses, comme on dit. Donc, il faut que tu te mettes à ton rythme à toi et surtout pas essayer de suivre le gars qui vient de te doubler ou un truc comme ça, hein. En tous les cas, fallait oser se lancer dans une Northscape comme ça dès le début de la longue distance. Ouais, puis j'ai acheté un vélo spécialement pour sur plein un vélo que j'ai découvert peut-être 6 mois, même pas, ouais, 4-5 mois avant. Voilà, donc un peu avec le recul, je me dis que ça s'est bien passé, mais ça aurait pu très mal se passer. Waouh, fallait oser. Voilà. Autre longue distance que tu as essayé, alors une eurodiagonale quand même que tu as découvert avec l'UCT Tour, c'est ça, avec GG Diagonaliste? C'est ça. Donc fin 2018, après cette Northscape et puis une épreuve caritative, le Téléthon, où on avait fait 300 km dans la nuit, j'ai fait une flébite. Voilà, j'ai fait une flébite et ça m'a un peu cassé. Phlébite qui est Et, dû à quoi? Un manque d'hydratation ou un trop d'efforts? ouais, les médecins ne savent pas, donc ils m'ont dit ils appellent ça flébite d'effort. Voilà, flébite d'effort. C'est sûrement un manque de déshydratation. Et donc, je me suis dit que j'allais continuer à faire du vélo, mais plus calmement. Et tout en étant licencié toujours à la FFC à Tours, j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai vu qu'il y avait un club qui s'appelle l'UCT, non, c'est le cyclotourisme de Touraine. Bon, je me suis inscrit c'est en FFCT, donc cyclotourisme, et j'ai repris un peu le goût du vélo en sortant avec eux sur des sorties calmes. Là, tu sais, il y a un groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc, en fonction de ta forme, tu trouves ton bonheur. Et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois des brevets randonneurs mondiaux, des eurodiagonales, des diagonales, des choses comme ça. Et j'ai été entraîné par un membre du club donc, qui s'appelle Gérard, GG le diagonaliste, qui m'a proposé de faire l'Eurodiagonale Budapest-Strasbourg en 2023. Voilà.
Et donc l'euro-diagonale, tu fais à peu près 170 km par jour, 200. Ouais, c'est pas très contraignant. C'est pas très contraignant. Ouais, c'est ça, on faisait 180-200 km maximum par jour. Donc là, celle-là, elle fait 1170 km. Mais avec Gérard, c'est vite plus compliqué parce que quand il voit une bosse à 15%, il va la chercher, quoi. Donc on a fait plus de 10 000 mètres de dénivelé sur 1100 km. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On est passé par l'Autriche. Voilà. Il est allé chercher les bosses. Euro-diagonale, et t'as jamais voulu essayer une diagonale? Non, mais Gérard, il va en faire une en pas longtemps. J'ai des copains du club qui en font une ou deux par an. Non, je sais pas pourquoi. Je suis pas attiré. Je suis pas attiré par l'exploit. Je préfère faire de la longue distance, un peu à l'étranger. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de la Desertus Oui, Bicus. tu peux Voilà, en dire plus de la Desertus, oui. Alors, Desertus Bicus, on va dire randonnée, mais tu sais, dans les randonnées, il y en a toujours qui veulent arriver les premiers. Donc, c'est une course randonnée qui est toujours partie du Pays Basque et qui traverse l'Espagne en imposant des points de contrôle dans des déserts, genre Bardenas, Monegros désert. Donc on part et on est obligé de pointer dans des endroits un peu gravel, hein. Et le but, c'est de rejoindre en maximum 7 jours le point final. Et souvent, c'est Malaga, c'est Nera dans le sud de l'Espagne. Et il y a une année où c'était au Portugal, à Setúbal, à côté de la capitale portugaise. Et c'est exigeant en Donc, distance, en dénivelé, en chaleur ou... alors, c'est exigeant en chaleur, souvent en chaleur, parce que bon, là, ça se fait fin avril, début mai, et l'Espagne, c'est vite très chaud, quoi. C'est vite très chaud. Mais bon, c'est pas enfin, après, tout le monde le conçoit comme il veut, mais c'est pas la grosse compétition, hein. Je dis, il y en a 4-5 qui partent à fond. C'est vraiment c'est vraiment très, très inspiré de la découverte, quoi. Il nous fait passer dans des coins qu'ils ont repérés à l'avance, dans lesquels on n'irait pas seul et en temps normal, quoi. Donc il y a cet esprit vraiment d'aller rechercher les superbes spots pour attirer les gens. Et tu peux situer la distance en 7 jours et le dénivelé à peu près? C'est à peu près 1400 km et on doit faire dans les 15-16 000 mètres. Ok, donc ça fait à peu près 200 km par jour, Ouais, c'est beaucoup ça à peu près. Ouais, de ouais. plus. Et il y a une prise en charge le soir où chacun dort comme il peut? Non, 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 non. Il n'y a pas la route n'est pas imposée. Tu as juste les points de contrôle à marquer avec ton tracker. Et après, tu le fais. Si tu veux le faire gravel, tu le fais gravel. Si tu veux le faire route, tu fais route. Le but, c'est d'arriver dans les 7 jours au point de chute, quoi. Ok, et là tu l'as fait tout seul ou avec d'autres cyclistes constamment? Alors, la première année, je l'ai fait tout seul. Et la deuxième fois que je l'ai fait avec Jean-Pierre Marie. Jean-Pierre Marie, là, c'était la Desertus qui partait donc du Starlit, Pays Basque, et qui allait à Setúbal, Portugal, en passant par l'est de l'Espagne, donc un beau détour. Ok, en tous les cas, tel que tu en parles comme ça, c'est une épreuve qui, à mon avis, donne envie. Ah, enfin, donne envie, surtout Ben, qu'en Espagne, ça a l'air assez agréable. Bien souvent, j'entends des retours très positifs de l'Espagne pour rouler. ouais, je te confirme. Tous ceux que je connais qui ont roulé en Espagne reconnaissent que c'est le pays pour faire du vélo. C'est le pays pour faire du vélo. Il y a la dénivelée, il y a de très belles routes, il y a un respect des automobilistes. Euh, Tu trouves des petites auberges pas chères, tu trouves toujours de quoi te restaurer, même le week-end. Donc c'est vraiment le pays du vélo. Les gens, c'est des gens qui nous écoutent, ils veulent faire des découvertes sur du long, qu'ils aillent en Espagne, ils vont y prendre goût eux aussi. Tu voulais ajouter autre chose sur la Desertus Bicus? Non, oui, il arrête. Il l'a fait l'année dernière. Ah bon? Il arrête, ouais, il arrête.
Et ce garçon faisait la nomadienne. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de la nomadienne. C'était dans le même esprit que la Desertus, mais sur plus long. Et celle que j'ai faite en 2024, c'était Chambord, l'île de Skye, en Écosse. Ça faisait 2000 kilomètres. Je reviens au fait que tu sois FFC parce que j'aime bien ce mélange entre j'ai fait du rapide et là maintenant je fais du long. Je pense que quand tu t'entraînais, quand tu roulais pour la FFC, tu avais des modules d'entraînement spécifiques. Tu faisais du fractionné par exemple. La FSC, oui, c'est des courses. Alors, en fonction de la catégorie d'âge, c'est des courses qui sont pas longues, hein, c'est 60, 70 kilomètres. Donc, ça se court en 1 heure et demie. Et il faut être. Ouais, il faut faire beaucoup, beaucoup. Enfin, la séance d'entraînement typique, c'est le fractionné, c'est-à-dire le fractionné avec un copain ou deux, c'est 1 kilomètre à fond devant, l'autre prend le relais, 1 kilomètre derrière, et hop, tu reprends le but, c'est de tenir 3-4 minutes avec un cardio maximum. Donc, c'est violent, ça te met de l'acide lactique partout, mais il y a le côté, comment dire, vitesse. Voilà, c'est un état d'esprit de compétition, quoi, hein, qui est loin de ce qu'on ressent en longue distance. Mais ça t'a appris à gérer la longue distance, ces épreuves, la ultra rapide ou pas? Euh, oui, parce que comme on dit, tu as quand même quand tu te lances comme quand je me suis lancé dans la Northscape, tu as quand même la caisse, comme on dit, quoi, hein. Une bosse assez longue, tu l'as fait, tu sais gérer ton rythme cardiaque, hein. La différence, c'est que le lendemain matin, quand tu fais de longue distance, il faut reprendre le vélo et repartir pour 200-300 km. En FFC, tu fais ta course et puis tu as 4-5 jours pour te reposer derrière. Alors que là, faut recommencer plusieurs jours d'affilée. Et oui, là, il faut recommencer. Si tu fais une diagonale, ben, c'est 3-4 jours à 300 km par jour. Voilà, c'est vraiment différent. Donc, faut chercher à gérer l'effort au minimum pour pouvoir recommencer sans souffrir. Voilà. Nos grands maîtres nous diraient, il faut que tu arrives le soir, pas fatigué du tout. Et s'il reste, tu t'es trompé d'hôtel et qu'il te reste 50 bornes, c'est pas un problème. C'est possible de finir 300 km sans être fatigué du tout? Oui, 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 absolument, absolument, ouais, absolument. Fatigué parce que tu as fait du sport, tu as pris le grand air, mais t'es pas cassé, quoi. T'es pas, euh, tu t'arrêtes de pédaler, tu manges, tu te couches, t'es pas détruit, quoi. Ok, c'est important. Tu as dit avant en FFC, je faisais monter le cardio. Tu roules avec un cardio maintenant toujours? Ouais, j'ai toujours, depuis que fais de la compète, je roule avec un cardio-fréquence mètre, parce que même en compétition, tu sais que si tu atteins un certain niveau de rythme cardiaque, ben, tu vas pas tenir très longtemps, quoi, hein. Et je pense qu'en longue distance, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que si tu gères pas bien, alors il y en a beaucoup qui disent qu'ils font ça à l'instinct, mais moi je suis rassuré quand je vois que mon rythme cardiaque est à 110, 120. Bon, je sais que je vais passer la journée, qu'il n'y a pas de problème, que je vais pas avoir que je vais pas avoir de soucis. Par contre, quand je vois que, par exemple, quand tu es pris par un ou deux gars qui te dépassent et que tu commences à prendre le roue, ton cardio monte à 150, tu sais qu'il faut arrêter. Ok, et Ouais. tes autres, je veux dire, collègues de l'UCT ont également des cardio ou en fait très peu? À ma connaissance, non, ils n'ont pas de cardio. Ils n'ont pas de cardio et je pense qu'arriver à un certain âge, c'est peut-être plus sérieux quand même. Peut-être plus sérieux de se mettre un cardio-fréquence mètre, ne serait-ce que pour contrôler son rythme cardiaque, hein. Quand on parle de cardio, donc c'est de la donnée quand on roule, hein, qui guide quand même le rythme. J'imagine Ouais. que des capteurs de puissance qui sont arrivés depuis assez peu longtemps sur nos vélos, personne n'en a. Toi, tu as un capteur? Alors moi j'ai un capteur sur mon vélo de route, hein, sur mon vélo de route j'ai un capteur. Donc ça
c'est bien quand tu veux faire une sortie un peu violente, quoi, hein, pas violente, tout est relatif, hein. Quand tu veux faire un effort assez rapide et violent. Parce que tu peux mesurer ta puissance maximum en watts. Et c'est un peu comme le cardio. Si tu as une puissance maximum en watts je dis 350 watts et que tu es à 400, ben, tu sais que c'est pareil, ça va pas durer longtemps, quoi. Ça va pas durer longtemps. Et quand tu fais de la longue distance, le fait d'avoir des watts, tu sais qu'il faut que tu sois un peu comme le cardio-fréquence-mètre, hein, en dedans, quoi, comme on dit, en dedans, en dedans, en dedans. Donc, c'est des outils qui te permettent de mieux calibrer la gestion de l'effort pour être à l'économie. On peut dire ça? Voilà, voilà, absolument, absolument. Puisque la longue distance, le but, c'est d'économiser au maximum ton organisme, hein. Ton énergie pour que Donc, ça tienne. ton énergie, voilà. Par exemple, tu arrives en haut d'une bosse, ben, tu as ton cardio qui est pas trop fort. Ah, tu dis, allez, celle-là, je vais la faire. Et tu arrives en haut, tu as le cardio qui est monté à 160, tu as les watts qui vont. Tu dis, oh là là, il faut que j'arrête, je fais pas ça 4 fois dans la journée, quoi. Et alors, admettons que tu as réussi à faire ta bosse en étant assez linéaire. En descente, tu laisses filer ou là, tu appuies en descente, justement, Moi, je pédale en descente. Je pédale en descente. Pas fort, mais je pédale. pour garder le mouvement? C'est- Ouais, pour garder le mouvement. Et puis, pour moi, c'est des kilomètres gratuits, donc il faut essayer de les optimiser, quoi. Et le fait de se laisser glisser, c'est un peu dommage, quoi. Un peu dommage. Est-ce que tu es en train de dire que la puissance que tu vas mettre en plus en montée, tu gagnes assez peu de kilomètres heure, alors que si cette puissance-là, tu la mets en accompagnant dans la descente, tu gagnes plus de vitesse. Donc c'est de Ah, tu l'énergie gagnes, ouais, ouais. profitable, hein. Profitable et gratuite, parce que tu fais pas d'effort, quoi. Ok. À moins que tu aies décidé parce que ça, c'est des entraînements qu'on fait en FFC, tu te dis, sortie d'aujourd'hui, c'est 250 watts en moyenne. 250 watts en descente, faut aller très vite, quoi. Vu que tu as un capteur de puissance, tu as un cardiofréquence-mètre, tu as forcément un prolongateur. Ah oui, sur mon vélo longue distance, j'ai des prolongateurs. Ah oui. Ça te C'est sert pareil, dans quel cadre? c'est d'abord quand tu es vent de face. Mhm. Quand tu es vent de face, vraiment, tu sens l'efficacité du système, hein. Par contre, il faut savoir les régler, hein. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la position idéale. Donc, vent de face, et puis ça te repose énormément les bras, les épaules, quoi. Tu t'appuies sur les coudes, hein. Donc, tout en haut du corps se décontracte, hein. Pourquoi tu as eu du mal à le régler ton prolongateur? C'est quoi la Parce difficulté? que c'est de trouver la bonne hauteur par rapport à ton guidon. Si tu le mets à hauteur du guidon, tu es en position aéro, mais comme les jeunes compétiteurs, et là, tu ne vas pas tenir longtemps. Donc, il faut arriver t'as un système de cale sur les prolongateurs pour le mettre à la bonne hauteur, pour pas que tu sollicites trop ta chaîne musculaire. Donc tu as mis des Ça, c'est un peu rayos long. pour garder l'effort Oui, assez ouais, longtemps. Ok. absolument, absolument. Et puis, prendre un virage avec des prolongateurs, c'est pas pareil que prendre un virage avec, un- avec le guidon, quoi, hein. Ok, donc ça s'apprend. Puis t'as pas de frein sur le prolongateur, hein. Donc, pareil, il faut anticiper au maximum, quoi. C'est vrai, ça va Jamais plus vite. rouler jamais rouler en groupe en prolongateur, sauf si tu es devant. Mais si tu es en groupe et qu'il y a un petit coup de frein et que tu es sur les prolongateurs, tu t'arrêtes pas, hein. Ok. Les habits, comment tu roules toi? Ben, le plus lumineux possible. Donc, oui, tenue jaune, l'éclairage avant, éclairage arrière. J'ai un éclairage avant en permanence, un éclairage arrière en permanence. J'ai même mis des bâtonnets sur mes roues pour être vu de côté. Euh, c'est simple, hein. Tu prends ta voiture, tu fais un petit tour, tu regardes les gars en vélo qui sont en noir, ben, tu les découvres à la dernière minute, quoi. Pour peu que tu sois en forêt, tu les distingues pas à 200-300 mètres, tu les distingues pas, hein. Moi, j'ai vite compris qu'il fallait. Alors, quand tu fais la compétition FFC, tu es en route fermée, donc c'est pas ton problème, quoi, hein, mais quand tu es
sur la route, même sans faire la longue distance, que tu utilises les routes à circulation, faut impérativement être visible de très très loin, quoi. Même le Puis jour. maintenant, même le jour, avec les radars maintenant qu'ils font là, les Varia, machin, euh, moi je suis toujours sidéré de voir des gars qui vont mettre 10 000 € dans un vélo et qui ne sont pas capables de mettre 50 € dans une lampe, quoi. Moi, et qui vont s'acheter une tenue noire à 600 €, quoi. Donc, moi, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc, avis aux cyclistes, évitez de rouler en noir tout le temps pour avoir le style, Ouais, c'est quand même très dangereux. enfoncé, ouais, voilà, c'est dangereux, c'est très dangereux. Que peux-tu nous dire sur quel vélo, comment il est ton vélo pour la longue distance? Alors, il y a 2 ans, j'avais un Titane classique. Je l'ai revendu pour acheter une 3T. C'est une marque italienne, très typée gravel, monoplateau, 13 vitesses. Alors, c'est des vélos qui sont vraiment faits qui sont pas faits, pardon, pour suivre des groupes. Parce que l'étalement des pignons arrière est tel que tu as des ruptures énormes. Mhm. Et quand tu es dans un peloton, soit tu appuies trop fort, soit tu es complètement en moulinette, quoi. C'est vraiment des vélos faits pour rouler seul ou faire du gravel, quoi. Ok. Tu n'es plus dans Par contre, une... Pardon, ouais, vas-y, vas-y. pardon, vas-y. Non, mais je dis par contre, l'avantage du monoplateau, c'est que tu cherches pas sur quel plateau tu es toujours sur le même. Donc il faut prendre le bon développement quand même. Et en monoplateau, tu arrives à avoir un développement assez large pour tant aller vite dans les descentes que de avoir du très court pour les monter, quoi. Ouais, j'ai du 42, moi du 42-44. Ok. Voilà. Hein. Et là, le pignon le plus bas, il est à 9. Je pense que ta recherche sur un vélo, autant ça a pu l'être en FFC, ce n'est plus le poids. Le poids, tu t'en fiches? Ce que tu cherches, c'est le confort ou comment tu fais le compromis entre les deux? Bah, le confort, je l'ai fait avec la selle. Euh, c'est pareil, on est tous les mêmes. On a essayé 50 000 selles et puis il y a un an, j'ai acheté une selle idéale. Et voilà, j'ai mis une selle idéale sur mes 2 vélos. Les idéales faites en cuir récemment, là, En c'est ça? cuir. Ouais, 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 ouais. Les deux vélos, tu les as avec des selles idéales qui ne sont pas ajourées, il me semble. Elles ne sont pas ouvertes. Non, 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 non. C'est des selles qu'il faut retendre de temps en temps, mais qui prennent vraiment la forme de ton postérieur. Et tu as mis combien de temps à les roder? Oh, il faut 1000 km à peu près. 1000 km avant de commencer à les retendre. Mais c'est des selles, tu vas pas de cuissard, t'as pas mal, quoi. Ah ouais, vraiment. Toi, parce que Ouais, le cuir de la selle idéale est quand même très épais et elle s'est ouais, vraiment habituée et t'es bien dessus, quoi. ouais, ouais. Tu roules sans cuissard. Même sur la longue distance, absolument. Ok. Et par rapport au matériel, tu as de l'éclairage permanent sur ton vélo longue distance ou pas? Alors j'ai fait l'expérience avec une dynamo, une Sonne, et puis ça se passait. J'ai dû tomber sur une mauvaise série. J'avais une rotation de la roue avant qui était vraiment freinée par le système, et donc je suis passé à l'éclairage rechargeable, quoi, Mhm, USB. mhm. Et ça marche Donc quand bien. je pars, j'emmène deux. Bon, maintenant ils font des lampes qui éclairent comme des phares de voiture. Tu tiens 5-6 heures avec, hein, de nuit, hein. Donc, As-tu des projets? C'est quoi les prochaines longues randonnées que tu prépares? bah là, avec le club, on prépare les Flèches de l'Ouest. Les Flèches de l'Ouest, tu pars de. Toutes les Flèches de l'Ouest partent de Rennes et tu rejoins les points Brest, par exemple, Vannes, etc. Et le but du jeu, c'est tu as un système de points. Dans les clubs, plus tu accumules de points, à la fin de l'année, il y a un classement des clubs. Et le premier, bah, il a le trophée des Flèches de l'Ouest. Voilà, c'est une espèce de compétition dans des clubs qui sont en Bretagne et autour de la Bretagne. Donc il y a ça, et puis au club on fait des séjours aussi. Donc là, je leur organise un séjour en Dordogne. Je vais leur faire un peu de dénivelé.
Et puis, entre autres, je suis capitaine de route dans une organisation de voyage en Espagne. Donc ça, j'aime bien y aller. J'y vais 2 semaines par an, faire capitaine de route. Puis peut-être faire un voyage comme j'aime bien faire de temps en temps avec ma fille, partir à tous les deux, faire 400-500 km. Voilà. Alors, vous partez tous les deux, c'est ça? Toi et ta fille, vous partez rouler ensemble à vélo? Alors, elle habite à Lille, moi je suis à Tours, donc on se voit peu. Je l'ai initiée il y a quelques années sur une Loire à vélo. Donc on est parti, puis je lui ai acheté un vélo qui tenait, voilà, qui n'était pas terrible, pas très cher. Et puis ça lui a plu. Donc tous les ans, tous les 2 ans, on va faire un périple. On avait fait un périple sur la Gironde. L'année dernière, on était parti en Espagne et on a fait les Bardenas et après Teruel, delta de l'Elbe. Voilà, c'est des petits périples qui durent 4-5 jours. On se retrouve tous les deux. On se fait des petites bouffes le soir sympa, voilà. Sûrement des bons moments de complicité en tout Ouais, cas. ouais, absolument. Aimerais-tu ajouter encore autre chose? Non, je crois qu'ils doivent en avoir marre, ceux qui écoutent. En tout cas, merci beaucoup Alain pour avoir partagé ton expérience des différentes longues distances, de comment tu t'y es mis, etc. Je suis convaincu que ton retour sera précieux pour des diagonalistes ou autres cyclistes qui souhaitent se lancer dans la longue distance. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints et n'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Encore une fois, merci Alain. Au revoir. Au revoir, Marc.